Au large de la Maremme, en Toscane, un musée sous-marin agrandit sa collection de sculptures en marbre. Celles-ci ne serviront pas seulement à faire joli, elles cachent un autre objectif: dissuader les chalutiers de pêcher trop près des côtes, ce qui leur est interdit. Les sculptures déchirent leurs filets. Une idée qui a germé dans la tête du pêcheur Paolo Fanciulli. Je rêvais de placer des œuvres d'art au fond de la mer. Ça a été décisif. Si j'avais continué d'immerger de simples blocs de ciment pour repousser les chalutiers, ça n'aurait intéressé personne. Aujourd'hui, les pêcheurs n'entrent plus dans la baie de Talamone et les plongeurs, eux, profitent d'un paysage sous-marin féerique. Le jour se lève sur la côte toscane, près de Talamone. Le marin-pêcheur Paolo Fanciulli part en mer. Il jette ses filets le soir et les remonte le lendemain matin. C'est une méthode de pêche durable car elle fait appel à des filets à grosses mailles qui ne touchent pas les fonds. Pour arrondir ses fins de mois, Paolo s'est lancé dans le pescatourisme. Il emmène des curieux à bord lors de ses sorties en mer. Il y a de moins en moins de poissons. 80% des réserves de la Méditerranée sont considérées comme surexploitées. Le marin-pêcheur en fait les frais tous les jours. Bernardin de Sienne, le protecteur des mers et des pêcheurs, s'est acheté un manteau en un jour, mais ne s'est jamais acheté ne serait-ce qu'un bouton de toute l'année. C'est ça la pêche artisanale. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'il n'a pas assez d'argent. Non, qu'on ne sait jamais ce qu'on va pêcher. En un jour, on a de quoi s'acheter un manteau, et en une année, même pas de quoi se procurer un bouton. C'est ça la pêche. Hier, il y avait une profusion de poissons, et aujourd'hui, on ne sait pas. Mbaye Cissé relève un premier filet, vide. Il travaille aux côtés de Paolo depuis 1 an, après avoir quitté le Sénégal, où il ne voyait plus d'avenir pour son métier de marin-pêcheur. Plein de pêcheurs ne vont plus en mer parce qu'il n'y a plus rien, tout simplement. Mes frères continuent d'y aller, mais ailleurs, pas au Sénégal. Les petits pêcheurs sont majoritaires dans le monde. Mais les méthodes industrielles ont réduit les ressources en poissons de moitié au cours de ces 50 dernières années. La consommation a doublé au cours de la même période et atteint désormais plus de 20 kg par habitant. Pour répondre à la demande, les flottes de pêche utilisent d'immenses chaluts. Quand il s'agit de chalutage de fond, les filets raclent le plancher océanique, ce qui ravage l'écosystème et à terme fait disparaître les poissons. Ils détruisent les fonds marins, les œufs et l'environnement. Résultat, il n'y a plus de poissons. Regardez, nous venons d'en pêcher un que nous considérons comme du bon poisson. Nous faisons une pêche sélective. Il y a eu du courant cette nuit, le filet est plein de vase et l'eau est froide. Mais regardez-moi cette qualité. Paolo s'est longtemps battu en vain contre les chalutiers qui passent outre l'interdiction de pêcher à moins de 3000 marins des côtes ou à moins de 50 mètres de profondeur. Puis un jour, il a eu une idée. Voici ce que j'ai imaginé. Ici, on voit la mise à l'eau de gros blocs destinés à arrêter le chalutage illégal. Mais ces blocs ont aussi pour fonction de repeupler les fonds. Comme ils sont percés, les poissons peuvent s'y glisser et y trouvent refuge. Je leur ai donné un nom, la maison des poissons.
Grâce à eux, on met fin à la pêche illégale, tout en créant un habitat naturel pour la faune. Les filets des petits pêcheurs ne se prennent pas dans les blocs, contrairement aux chaluts qui se retrouvent détruits. Les navires contrevenants ne sont jamais revenus. Alors Paolo est passé à l'étape suivante et a immergé des œuvres d'art dans la mer. Si vous êtes venu ici, c'est pour voir des œuvres d'art. Vous ne seriez pas là s'il s'agissait juste de blocs de béton. J'ai eu cette idée géniale en 2013 déjà. Mbaye, l'équipier de Paolo, s'apprête à plonger pour aller vérifier qu'il n'y a pas de problème avec les sculptures. Le musée sous-marin est devenu réalité en 2015. Il faut effectuer des contrôles réguliers. Mbaye profite d'un spectacle unique. « 34 œuvres d'art jonchent les fonds marins. Il y en aura bientôt 5 de plus. À terme, elles seront 100. Giovanni Contardi était auparavant responsable de la sécurité au Parlement italien. Aujourd'hui, président de l'association Casa dei Pesci, ou Maison des Poissons, il est constamment confronté au casse-tête que représente le statut des sculptures sous-marines. Trouver des financements n'est pas non plus un jeu d'enfant. Pour l'année 2023, des fondations internationales et des donateurs privés leur ont pourtant versé 90 000 € environ. Le plus difficile est de naviguer à travers les différents écueils bureaucratiques. Pour pouvoir déposer des œuvres d'art ou des blocs de pierre au fond de la mer, il faut obtenir tout un tas d'autorisations auprès des autorités compétentes qui sont très strictes. À juste titre. Elles contrôlent rigoureusement ce qu'on a le droit d'y mettre. Le pêcheur Paolo Fanciulli est en route pour Carrare, où il a rendez-vous avec un autre personnage clé du musée sous-marin, Franco Barattini, le directeur des célèbres carrières de marbre Michelangelo. Buongiorno, come stai? Come andiamo? Tutto bene. Ok. Grazie carissimo. Regarde ce que je t'ai apporté. La maison des poissons. Et là, on a Paolo le pêcheur. Le souvenir de leur première rencontre il y a 10 ans amuse encore les deux compères. Sans hésiter, Franco avait alors fait don de 100 blocs de marbre au musée. Au début, je me suis demandé ce qu'il voulait faire de ces blocs. Puis, quand il m'a expliqué un peu la situation, qu'il serait plongé dans la mer pour protéger l'environnement, il n'a pas trop réfléchi. Une fois qu'il a compris, il m'a dit « J'aime ce que tu fais, je t'en donne 100 ». C'est comme ça que sont nés notre amitié et ce grand amour par lequel la montagne vient sauver la mer. À peine arrivé, Paolo reçoit un appel de Giovanni, le président de la Maison des Poissons. Une autre certification des analyses chimiques. D'accord, je vous laisse vous en occuper. Giovanni, je suis à Carrare, aux carrières, pour l'analyse chimique du marbre. Tu as reçu quelque chose ? Ils veulent une certification attestant que le marbre est propre, qu'il n'est pas contaminé. C'est la bureaucratie italienne. C'est comme ça. Franco Barattini montre à son ami l'atelier de sculpture qu'il a installé sur le site des carrières. Deux de ces artistes travaillent sur de nouvelles sculptures destinées au musée sous-marin.
Bonjour les jeunes. Comment ça va, jeune homme? Bien. J'en suis ravi. Bonjour Paolo. Allons-y. C'est parti. Vimar Van Omen et Anna Torre sont sculpteurs à Carrare depuis longtemps. Ils tenaient à contribuer au projet de la Maison des Poissons. Ils se rendent dans les hauteurs des carrières. Ce marbre a servi à la construction du Forum romain pendant la Rome antique. Franco Barattini sait ce qui le rend unique. Pourquoi Michel-Ange est venu ici pour se fournir en matières premières? Après avoir visité toutes les carrières de Carrare, il a remarqué que la pierre d'ici était particulière. Regarde, c'est transparent. Qu'il pleuve, qu'il neige ou autre, rien ne l'abîme. Donc, si on met une sculpture en marbre au soleil, elle ne perdra pas son nez, une oreille, etc. Cette matière-là reste telle qu'elle pendant 3 milliers d'années. Tout a été mécanisé dans les années 1960. Ce lieu rempli d'histoire fascine systématiquement les sculpteurs. Je ressens une très forte émotion. Je pense aussi au voyage qu'effectuent ces blocs de marbre. Ils sont d'abord extraits, transportés, puis manipulés et travaillés par nos soins pour devenir des sculptures qui finiront dans la mer. C'est-à-dire de là où vient le marbre à l'origine. C'est le cycle de la vie qui est à l'œuvre. Le lendemain, Paolo est de retour à Talamone pour une sortie en mer. Il sera accompagné de la biologiste Letizia Marsili de l'Université de Sienne. La professeure qui est responsable de la coordination scientifique du musée au sein de la Maison des Poissons a convié un groupe de touristes particuliers pour l'occasion, ses étudiants. Bonjour. Voyons voir. Voici Paolo. Il est pêcheur. Il vous en dira plus dans un instant. Il a commencé avec son père quand il était enfant. À l'époque, on employait des méthodes qui n'étaient pas durables, qui avaient un lourd impact sur l'environnement. En gros, on utilisait de la dynamite. La pêche à la dynamite est interdite depuis longtemps en Union européenne, contrairement à celle au chalut. Paolo se bat depuis des décennies pour une pratique durable. Il explique inlassablement comment chacun peut contribuer à la préservation des mers. Tout commence par ce qu'on met dans son assiette. Consommer les bons produits est le meilleur moyen de préserver l'environnement et sa santé. Paolo veut relever le filet qu'il a jeté la veille. J'ai besoin de 3 personnes. C'est l'heure des travaux pratiques. 3 volontaires aident le pêcheur à sortir la prise du filet. Immerger des blocs de pierre au fond de la mer est loin d'être une idée saugrenue. Dans la zone du musée sous-marin, la flore et la faune marine se sont reconstituées. Les effets positifs sont visibles. Dans les zones où les statues, les blocs de marbre ont été placés, on a observé un grand repeuplement et une augmentation importante de la biodiversité. La Maison des Poissons a créé de véritables refuges, desquels les poissons partent lorsqu'ils atteignent un nombre trop élevé, pour repeupler toutes les zones environnantes. La posidonie joue un rôle crucial dans le rétablissement des fonds marins. Cette plante occupe également un rôle clé dans la protection du climat, puisqu'elle capte le CO2. C'est là où elle pousse que les zones de pêche sont les plus riches en poissons. C'est un organisme important pour la Méditerranée. Elle permet des habitats riches du point de vue de la biodiversité.
La plante sert de refuge à de nombreuses espèces de poissons qui se cachent dans ses feuilles. Elle sert de lieu de reproduction à de nombreuses espèces et de nourriture à d'autres. En labourant les fonds marins, les chalutiers arrachent la posidonie, comme le font les ancres, ce qui est très préjudiciable, parce que ces herbiers mettent longtemps à se reconstituer. Pour que les réserves puissent se reconstituer, près d'un tiers des mers de l'Union européenne doivent être transformées en zones protégées d'ici 2030. La pêche au chalut y sera totalement interdite, ce que de nombreux pêcheurs voient d'un mauvais œil. La ville de Porto Santo Stefano, à 10 000 marins au sud de Talamone, est une importante base de chalutage. Bruno de Melio sort en mer depuis 60 ans, soit dès l'âge de 8 ans. Autrefois, les poissons pullulaient et les contrôles étaient rares. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Il y a trop de réglementations et trop de contrôles. Il faudrait pratiquement qu'on ait un comptable à bord. C'est trop. Il faut informer le ministère de tout. Du moment de la jetée et de la levée des filets, de la quantité de poissons qu'on met dans la glace. La surveillance renforcée, la hausse du prix des carburants et la diminution de moitié de la population des poissons assombrissent l'avenir de la pêche dans la région. Il ne reste plus personne. Il n'y a plus d'avenir ici. Les jeunes ne veulent plus venir. Il n'y a que des étrangers, comme notre équipier. Les Italiens ne viennent plus. Aujourd'hui, il faut des diplômes et encore des diplômes. Les jeunes ne s'approchent plus de la mer. Bruno est persuadé que les chaluts ne font aucun dégât. Selon lui, il faudrait même labourer correctement les fonds marins avec les chaînes afin de favoriser la croissance des posidonies. Ce sont de mauvaises réglementations. Ils devraient venir à bord et voir comment ça se passe. Dans le monde entier, les gens pêchent avec des chaînes parce qu'elles labourent le fond, renouvellent le sol et ne le détruisent pas comme le plomb. Mais ici, les chaluts sont interdits, alors qu'ils sont autorisés partout ailleurs en Europe et dans le monde. Les biologistes marins sont pourtant catégoriques. Les chaînes des chaluts détruisent l'écosystème des fonds marins. À quai, le conducteur de poids lourd Ivan attend sa cargaison. Pour passer le temps, il pêche à la canne dans le port. Je n'achète pas de poisson. Je le charge dans mon camion, c'est tout. Je préfère le pêcher moi-même. Tout le monde veut du poisson, mais personne ne veut le payer cher. C'est devenu un luxe. Tout à l'heure, le chauffeur moldave ira livrer la prise du jour à la halle à marée, de l'autre côté de la baie. L'après-midi, la marchandise fraîche y est immédiatement vendue aux enchères à des intermédiaires qui approvisionnent les restaurants et les magasins. 12 € pour cette caisse. Et la 1, la 2, la 3 et la 4 sont à 8 €. Puis les 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à 6 €. C'est ici qu'Ettore Costiligliano vend la prise de son fils, qui sort en mer toutes les nuits. Il n'a pas constaté de baisse de la quantité pêchée. C'est la qualité qui s'est dégradée. Ce n'est pas lié au poisson, mais au climat, au courant. Ici, personne ne critique les méthodes de pêche industrielle. En effet, tandis que l'Union européenne impose des règles de plus en plus strictes pour ses eaux, elle est désormais le plus grand importateur de poissons au monde. Les méthodes de pêche illégales et non durables d'autres pays sont ainsi tolérées, ce que dénoncent de nombreux commerçants et pêcheurs,
comme Claudio Ferrarini qui achète sa marchandise ici pour fournir les marchés de Naples et Milan. Les prises diminuent. Il y a beaucoup de lois qui limitent la pêche. Il faudrait revoir la réglementation européenne pour aider les pêcheurs qui ont beaucoup de frais à couvrir, à cause du coût du diesel, tout comme nous, les commerçants. Ces hausses se répercutent sur le prix payé par les clients. Il n'est donc pas surprenant que certains pêcheurs refusent de respecter les règles. Il faut davantage de sculptures en marbre pour protéger au moins la baie de Talamone. 5 jeunes artistes venus d'Italie, de Turquie, de Serbie et des Pays-Bas travaillent sur de nouvelles œuvres dans une oliveraie près de Talamone. Le célèbre sculpteur toscan Giorgio Buttini est là pour les épauler. La peau est très belle. Tu as utilisé du papier abrasif? Oui, je m'en suis servi un peu pour définir les traits. D'où est venue l'idée de la pupille noire? En général, lorsque je sculpte des visages, j'aime inclure la pupille. Ça donne beaucoup de relief. Le visage est plus expressif. Oui, ça lui donne plus de vie. Anna, Vimar et les autres sculpteurs façonnent ces blocs de plusieurs tonnes depuis des semaines. Ils doivent s'équiper pour se protéger de la fine poussière de marbre qui vole. Le sujet, les personnages principaux, ce sont ces 2 yeux. Je voulais qu'ils regardent vers le haut parce qu'ils observent la lumière qui se reflète à la surface de l'eau. Le bloc de marbre, comme toutes les autres œuvres, est immergé au fond de la mer. Mais les yeux regardent la lumière venue d'en haut. Dans peu de temps, les sculptures seront immergées dans la mer pour servir de barrière contre les filets des chalutiers. Au port de Porto Santo Stefano, certains combattent les chalutiers en infraction de façon moins poétique. Luigi Butta est commandant en chef des gardes-côtes. Il patrouille souvent dans la baie avec son équipe. Lors d'un contrôle sur 5, il tombe sur des chalutiers qui pêchent à moins de 3000 marins de la côte ou dans des eaux de moins de 50 mètres de profondeur. L'équipage a déjà repéré un navire suspect. Nous nous servons à la fois de la carte et du radar. Nous avons repéré un signal radar émis par un chalutier. Nous avons marqué un point sur la carte pour nous y rendre. C'est à peu près tout droit, à 30 minutes d'ici environ. La patrouille arrive à hauteur du bateau de pêche. Les agents demandent au capitaine de remonter les filets et de préparer les papiers pour le contrôle. Le chalutier ne navigue pas en zone interdite. Mais sa licence de pêche a expiré. Les marins-pêcheurs devront se rendre au poste demain et payer une amende de 100 €. Les gardes-côtes manquent de navires pour empêcher les infractions, même les plus graves, sur l'ensemble de la région littorale. Les obstacles sous-marins sont donc le seul moyen efficace de lutter contre le phénomène, selon Paolo. L'atelier de sculpture à ciel ouvert arrive à son terme. 5 œuvres y ont vu le jour au cours des 2 derniers mois. C'est l'heure du départ pour certains artistes. Paolo examine les travaux issus du précieux marbre de Carrare. Ça servira sûrement de toboggan à un poulpe. Les homards pourront y faire leur nid. C'est un bon habitat et un bon lieu de ponte pour eux.
Mais le but de tout ça, c'est de sensibiliser les gens au fait que la vie marine commence tout au fond de l'eau. Les œuvres d'art seront immergées dans quelques jours. En attendant, le président de l'association, Giovanni Contardi, a encore quelques problèmes à régler. On est vendredi après-midi et il n'a pas encore reçu l'autorisation pour l'opération. Des explosifs ont été stockés de façon inopinée dans le port de Talamon. Il ne sait pas si les sculptures pourront y être livrées. Le matin, ce n'est pas possible. Mais on pourrait les transporter lundi matin, si tu as le temps. Non? Quel désastre. Les sculpteurs Anna et Vimar ignorent tout de ces ennuis logistiques. Ils célèbrent paisiblement la fin de l'atelier au port de Talamon. Ce sera chouette dans 1 ou 2 ans de voir comment se sont développés les poissons, les posidonies, les plantes. Et peut-être même d'aller plonger. J'irai sans équipement, juste avec un masque et un tuba. J'essaierai en tout cas, c'est sûr. Le grand jour est enfin arrivé. 5 nouvelles sculptures vont être immergées au fond de l'eau. Les autorisations ont été accordées à la dernière minute. Vimar et Anna se préparent à une longue journée sous le soleil toscan. Je suis encore blanc? Pour avoir la meilleure vue d'ensemble, ils se rendent au château dans les hauteurs de la ville. Giovanni leur explique comment les sculptures de plusieurs tonnes doivent être placées. C'est là qu'on va mettre les blocs. Et là, c'est l'herbier de Posidonie auquel il ne faut pas toucher. Voici l'emplacement des œuvres existantes. On aimerait construire une entrée au musée avec les nouvelles. Giovanni se rend au port industriel. Les sculptures ont été déposées sur un ponton flottant à l'aide d'une grue pour leur mise à l'eau. Vous partez quand? Dans 10 minutes. C'est l'heure du départ. D'après Giovanni, il y a quelques rochers dans le fond. Les plongeurs pourraient avoir du mal à placer les sculptures correctement. Elles seront peut-être un peu inclinées. Des badauds se sont rassemblés sur la plage pour ne rien rater du spectacle. Paolo et son bateau, Sirena, sont en position. Anna s'est mêlée aux spectateurs pour assister de plus près à l'opération. Je suis émue et curieuse d'assister au déchargement et de voir à quoi ça ressemblera une fois tout ça dans l'eau. Vimar aussi voulait voir de plus près l'immersion de son œuvre, Frammenti di luce, fragments de lumière. Chaque bloc de marbre pèse environ 10 tonnes. Le grutier doit veiller à les déposer avec précision afin de ne pas endommager les précieux herbiers de Posidonie. C'est au tour de la sculpture d'Anna, Grande Tuffo, le grand plongeon.
Les nouvelles pièces du musée sous-marin reluisent dans les eaux transparentes de la baie de Talamon. Elles seront bientôt colonisées par des végétaux et des animaux. Je suis très content que les œuvres soient si bien réalisées et bien visibles dans les fonds marins. Je suis très fier de ce que nous faisons. Nous n'avons pas réglé le problème de la pêche illégale en Italie, c'est certain. Mais nous continuons le combat. C'est un fléau considérable, un fléau mondial. Nous essayons de faire comprendre aux gens que la mer a besoin d'aide. Si la classe politique n'agit pas, à nous de prendre le relais. L'abondance de poissons sur la côte de Talamon est déjà frappante. Abritée par le musée Maison des Poissons, la nature se régénère après les dégâts occasionnés par les chalutiers. Anna et Vimar peuvent enfin admirer leurs sculptures gisant au fond de la mer. La Maison des Poissons n'est pas qu'une démarche symbolique. Elle ne sauvera pas la Méditerranée à elle toute seule, certes, mais elle servira au moins à tirer la sonnette d'alarme.